À quoi auront servi ces élections européennes? Nous n'avons pas encore le score, évidemment. On verra si le Rassemblement national atteint les sommets qui lui sont promis par les sondages. Alors, attention, on a vu lors des dernières élections, plusieurs fois, que finalement les sondages de nos jours jouent un peu à l'inverse de ce qu'ils faisaient il y a 20 ans, 30 ans, quand ils sous-estimaient systématiquement le vote Front National, de telle sorte qu'on était totalement surpris par l'ampleur que prenait ce vote de colère, de protestation. Ces dernières années, on est plutôt sur l'effet inverse. Un Rassemblement national très très haut dans les sondages avant l'élection, finalement ça permet de mobiliser. Attention, regardez, le fascisme est à nos portes. Venez voter. Oui, parce que de fait, et ça ils l'ont tous bien compris, chez Emmanuel Macron, chez Marine Le Pen et Jordan Bardella, ou même ailleurs, l'abstention, en général, ça fait baisser le Rassemblement national, mais lutter contre l'abstention, c'est mobiliser son propre camp, c'est faire revenir ceux qui veulent faire barrage. Bref, tout ça est un équilibre subtil. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, le problème là-dedans, c'est que on aurait une occasion de se réjouir de cette campagne et de se dire que, enfin, les sujets européens, ces derniers mois, sont arrivés sur le devant de la scène. Enfin, les Français ont compris concrètement que l'Union européenne a un impact sur leur vie. Ça s'est vu en particulier avec la crise agricole, avec la colère des paysans. Oui, c'est très concret l'Union européenne, c'est pas abstrait, c'est pas loin. Mais de même d'ailleurs que la guerre en Ukraine a là aussi permis de comprendre à quel point une construction européenne totalement en dehors de toute idée de puissance, de protection, et uniquement occupée à ouvrir les frontières pour gérer les flux, parce que le doux commerce, n'est-ce pas, nous apporterait tous la paix, ça a un impact, là aussi. Les mêmes qui aujourd'hui veulent aller faire la guerre, veulent aller absolument combattre Poutine, pourquoi pas jusqu'à Moscou, sont ceux qui ont désarmé l'Europe avant, qui nous ont expliqué que les budgets militaires ne servaient à rien, puisque de toute façon nous allions tirer les dividendes de la paix et de la chute du mur de Berlin. Bon, tout ça est quand même un petit peu apparu, et puis on a vu des sujets comme l'écologie, là aussi, s'inviter, des sujets comme l'électrification. Là aussi, les Français se sont aperçus que les décisions à Bruxelles pour passer directement au moteur électrique en ruinant les constructeurs européens et en important massivement des voitures chinoises, ça allait avoir un impact direct sur leur vie. Oui, donc on pourrait se réjouir. Il était temps de parler d'Europe. Sauf que tout a été fait pour qu'on n'en parle pas vraiment. Ou uniquement à la manière d'un Gabriel Attal qui nous explique que l'Europe est née grâce à la France et ne doit pas mourir à cause de la France. L'Europe qui avait le visage de Simone Veil ne doit pas avoir le visage de Marine Le Pen. Bref, on prépare 2027. Et en fait, tout le monde prépare 2027. Alors bien sûr, les partis les plus pro-européens mettent en avant les réussites de l'Europe. Raphaël Glucksmann est totalement dans son sujet. Mais Raphaël Glucksmann, il prépare aussi 2027. En fait, ils y sont tous. Et ils y sont tous parce que l'Union européenne, telle qu'elle est construite, de toute façon, ne laisse pas beaucoup de prise à tous ces gens-là. Ce qu'on a identifié pendant cette campagne, c'est que les uns et les autres font campagne sur des sujets franco-français ou palestiniens pour ce qui est de la France insoumise, parce qu'au Parlement européen, leurs propres alliés, dans leur camp, leurs alliés des autres pays, ne voteront pas comme eux. Il n'y a aucune cohésion, aucune politique globale. Bref, on joue à ne pas poser les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est justement la structure démocratique. Comment fait-on, enfin, pour articuler la défense de l'intérêt des peuples, de la souveraineté des peuples, avec l'efficacité d'une mécanique européenne? Lors du fameux débat Attal-Bardella, quand enfin le sujet est venu sur la table, et que l'un et l'autre ont commencé à parler majorité qualifiée, élargissement. Oh non, la journaliste Caroline Roux a immédiatement coupé. Oh non, écoutez, ça fait 45 minutes qu'on parle d'économie, passons à autre chose. Bref, la façon
dont l'Union européenne joue sur la France est évacuée. Et, de fait, nous en restons dans cette campagne, comme dans tout le reste du paysage politique français, sur un clivage totalement absurde. Les populistes, nationalistes, qui vont détruire l'Europe, face aux gentils défenseurs d'une Europe qui nous a apporté tellement, et sans elle, nous n'aurions jamais eu de vaccin, bien sûr, et heureusement, il y a Erasmus. Alors ça se joue pas comme ça. Ça se joue sur des sujets précis où il vaut mieux être compétent. Ça se joue sur une réflexion sur la place de la diplomatie française, notamment vis-à-vis de ses partenaires européens ou vis-à-vis des États-Unis. Ça se joue sur la réflexion autour des outils de production et de la manière dont la France et l'Europe peuvent à la fois défendre une transition écologique et ne pas ruiner l'ensemble de leurs entreprises et de leur agriculture. Bon, encore raté. On sait qu'à partir de dimanche soir, ce qui était déjà sous-jacent, à savoir l'omniprésence de 2027, va éclater au grand jour. Il nous reste 3 ans. 3 ans de bagarre, 3 ans de positionnement des uns et des autres. Mais pour ce qui est d'un vrai programme politique, on attendra.